Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose une présentation sur la technique de la dissertation philosophique, un exercice fondamental pour les classes de terminale. Retenons d'emblée que la dissertation n'est pas seulement une épreuve d'examen, c'est une véritable école de la pensée et c'est ce que nous allons découvrir ensemble au fil de cette présentation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans la méthode elle-même, posons-nous une première question essentielle. Que cherche-t-on réellement à faire apprendre à travers cet exercice? Voici les trois objectifs qui guident notre enseignement de la dissertation philosophique. Premier objectif, il s'agit pour nous de vous permettre d'être capable d'analyser un sujet philosophique. Il ne s'agit pas de lire en surface, mais de décrypter l'énoncé, d'identifier le thème central et de repérer la thèse implicite. Deuxième objectif d'enseignement, maîtriser les compétences fondamentales du philosophe. Le candidat doit savoir conceptualiser, c'est-à-dire donner un contenu précis aux notions du sujet, problématiser, c'est-à-dire transformer le sujet en véritable question philosophique et élaborer un questionnement logique autour de cette question. Et argumenter avec rigueur, c'est-à-dire oser penser par soi-même en articulant les idées les unes aux autres de façon à produire un discours cohérent. Troisième objectif d'enseignement, produire un discours rigoureux, car tout cela doit aboutir à un propos cohérent, structuré, qui convainc par la logique et non par l'intuition. Bref, il faut savoir communiquer cette compétence transversale car mobilisée dans toutes les disciplines. Il faut bien noter que ces trois objectifs sont indissociables, c'est-à-dire ils forment un tout. Mais pour atteindre ces objectifs, quelles compétences concrètes doit-on développer chez nos apprenants? C'est ce que nous allons voir maintenant. Nous distinguons trois familles de compétences, toutes nécessaires pour former un esprit rigoureux et autonome. Les compétences disciplinaires, d'abord, elles concernent ce qui est propre, disons, à la philosophie, à savoir conceptualiser des notions, problématiser un énoncé et maîtriser le vocabulaire spécifique de la discipline. Les compétences méthodologiques. Ensuite, il s'agit de construire un plan cohérent, d'argumenter avec pertinence et logique et de rédiger avec clarté et progression. Les compétences transversales, enfin, ce sont celles qui définissent principalement la philosophie, mais ne se limitent pas à elle, à savoir l'esprit critique, l'autonomie de pensée et la capacité à communiquer avec efficacité et précision. Retenons que ces trois familles ne s'enseignent pas séparément. Elles se construisent ensemble au fil de la pratique. Avant de voir maintenant comment on travaille ces compétences, il est important de bien comprendre ce qu'est la dissertation philosophique dans son essence même. Définition et fondement de la dissertation. La dissertation philosophique peut se définir ainsi. C'est un exercice de réflexion critique destiné à convaincre en s'adressant à la raison. Remarquez bien, on s'adresse à la raison, pas aux émotions, pas à l'autorité. Convaincre, oui, mais pas n'importe comment. Convaincre par la logique. Cet exercice repose sur deux enjeux majeurs. Le premier enjeu, c'est l'esprit critique. Développer la rigueur argumentative, la capacité à raisonner avec méthode et à ne pas se laisser emporter par les évidences apparentes. Le second enjeu, c'est le fait d'oser penser par soi-même. Il s'agit ici de s'affranchir des opinions reçues, des idées toutes faites pour construire une pensée véritablement autonome et personnelle.
En gros, il faut savoir argumenter. Et comme le rappelle Jacqueline Russe, l'argumentation se définit comme un ensemble de procédés mis en œuvre pour faire admettre une thèse. Donc, savoir argumenter, c'est le cœur même de la dissertation philosophique. Mais comment concrètement un élève doit-il s'y prendre lorsqu'il reçoit un sujet? Voici une méthode en 5 étapes. Face à tout sujet de philosophie, dissertation comme commentaire, 5 questions essentielles doivent guider la réflexion. Première question, de quoi parle-t-on? Il s'agit ici d'identifier le sujet central, autrement dit, le thème précis dont il est question. Deuxième question, qu'est-ce qu'on en dit? C'est-à-dire, que dit le sujet du thème? Ici, il s'agit de repérer la thèse implicite du sujet, ce que l'énoncé semble affirmer ou suggérer. Troisième question, d'où vient ce dont on parle? Ou encore, quel est le problème? Cette question consiste à dégager la tension philosophique, à sentir où le problème se trouve. Quatrième question, qu'est-ce qu'on me demande de faire? Ici, il faut comprendre ce que le correcteur attend réellement du candidat. Il s'agit d'un jugement, d'une analyse et d'une discussion. Cinquième question, comment vais-je procéder pour faire ce qu'on me demande de faire? Ici, il s'agit de choisir et de structurer son plan de manière cohérente. Ces 5 questions forment un guide précieux. Elles protègent l'élève du hors-sujet et de l'improvisation. Une fois le sujet analysé, comment se structure concrètement la dissertation? Voyons son architecture générale. La dissertation philosophique repose sur une architecture en 3 temps. Premièrement, l'introduction, qui pose le problème, qui éveille l'intérêt, définit les notions, formule la problématique et annonce le plan. Ensuite, 2, le développement. Ici, le développement, le candidat traite le problème et on peut tout de suite remarquer que c'est le cœur du devoir, organisé en parties et sous-parties qui s'enchaînent logiquement. La conclusion, elle résout le problème et l'élargit. Elle dresse un bilan, énonce une position personnelle et ouvre vers de nouveaux horizons de pensée. Retenons ce principe fondamental. Chaque partie s'enchaîne logiquement à la suivante. Donc, il faut savoir que la dissertation n'est pas une juxtaposition d'idées, c'est une progression de la pensée. Entrons maintenant dans le cœur de la méthode avec la première compétence fondamentale, à savoir la conceptualisation. Qu'est-ce que conceptualiser? Conceptualiser, c'est donner un contenu précis aux notions du sujet. Ce n'est pas définir mécaniquement un mot de dictionnaire. C'est choisir le sens le plus pertinent au regard du contexte du sujet. Comment conceptualise-t-on? Le processus se déroule en 3 temps. D'abord, il s'agit d'identifier les notions clés. Autrement dit, répertorier toutes les notions essentielles présentes dans l'énoncé. Ensuite, contextualiser les sens. Un mot n'a de sens que dans un contexte. Donc, il s'agit ici de choisir parmi les différentes significations possibles, celle qui éclaire le mieux la tension philosophique du sujet. Enfin, il faut établir les liens logiques entre ces concepts pour construire une compréhension cohérente et unifiée. Comme le souligne Jacqueline Russe, les définitions ne sauraient être comprises isolément. Autrement dit, les concepts n'existent pas en dehors de leur relation. Donc, il faut mettre en relation les définitions pour tirer
tout le sens qu'il convient de tirer. Définir les notions est indispensable, mais ce n'est pas suffisant. Il faut ensuite aller plus loin, problématiser. C'est l'étape la plus délicate et peut-être la plus importante. Qu'est-ce que problématiser? Problématiser, c'est identifier le problème philosophique implicitement enveloppé dans le sujet. Mais attention, la problématique, ce n'est pas la question posée elle-même. C'est la difficulté profonde qui se cache derrière cette question. C'est la tension, le paradoxe, la contradiction, l'énigme qui rend le sujet véritablement philosophique. Maintenant, concrètement, comment problématiser? La méthode se déroule en 3 moments. Premièrement, il faut interroger la thèse apparente. C'est-à-dire, ici, on se pose la question de savoir quelle affirmation semble évidente à première vue. Deuxièmement, il faut déceler ces insuffisances, c'est-à-dire les insuffisances de la thèse. Quelles sont les limites? Quelles en sont les contradictions? Quelles tensions révèlent-elles? Troisièmement, il faut formuler le vrai problème, c'est-à-dire transformer ces tensions en une question centrale qui guidera toute la réflexion. Rappelons-le fermement, la problématisation est la première protection contre le hors-sujet. Un candidat ou une candidate qui problématise bien ne s'égarera jamais. Une fois la problématique formulée, il faut choisir comment organiser sa réflexion. Quel plan adopter? Voici 2 grandes structures possibles. 2 exemples types de plans s'offrent aux candidats dans cette vidéo. Il s'agit d'abord du plan dialectique qui convient au sujet opposant de conception. On y pose d'abord une thèse, on en montre ensuite les limites par l'antithèse, puis on essaie de dépasser la contradiction par une synthèse. Il y a aussi le plan analytique qui convient au sujet demandant une exploration progressive. On y analyse d'abord, on clarifie ensuite, puis on évalue en portant un jugement fondé. Mais attention, et c'est capital, le plan ne doit jamais être mécanique. Il doit naître du sujet lui-même. Chaque partie doit répondre à une question pertinente. Éviter les plans artificiels, plaqués sur le sujet sans lien avec la problématique. Ce qui compte dans cette partie, à cette étape-là de la réflexion, c'est la cohérence logique. Mais rappelons-le fermement, une problématique bien dégagée vaut un plan. Autrement dit, une problématique, lorsqu'elle est bien dégagée, avec une question centrale, avec des questions subsidiaires, c'est-à-dire des questions qui tournent autour de cette question centrale, elle peut faire office de plan. Venons-en maintenant à la rédaction proprement dite. Commençons par l'introduction. Première porte d'entrée de la dissertation. L'introduction se construit en 3 moments. Il y a d'abord ce que nous appelons communément l'accroche ou l'amorce. Pour le faire, on peut choisir soit de partir d'un constat général, d'une opinion commune, ou bien même d'une conception scientifique. L'objectif ici est d'éveiller l'intérêt du lecteur et d'entrer naturellement dans la réflexion. Soit on peut procéder par la définition des notions clés du sujet. C'est-à-dire, il faut donner un contenu précis aux termes essentiels du sujet et les mettre en rapport. Et maintenant, ici, il faut rappeler que cette définition des concepts n'est pas mécanique. Elle est guidée par le contexte. Après cela, on passe à la problématique. Ici, il s'agit, comme nous l'avons dit tantôt, de formuler la question principale et ses hypothèses. La problématique va révéler la tension philosophique que le développement va progressivement éclairer.
Enfin, troisième partie de l'introduction, c'est l'annonce du plan. Il s'agit ici de présenter la progression logique de la réflexion de manière naturelle et nécessaire, mais jamais artificielle. Il faut toujours éviter les plans mécaniques du type nous allons montrer d'abord et ensuite nous allons montrer. Donc, le construire sous forme de questionnement. Et c'est ça qui fait qu'on a dit tantôt qu'une problématique bien dégagée vaut un plan. Un principe à retenir est que l'introduction n'est pas un résumé du devoir, c'est une invitation à penser. Maintenant, une fois l'introduction rédigée, place au développement. C'est ici que se joue l'essentiel, la qualité de l'argumentation. Le développement repose sur trois piliers indissociables. Il faut savoir argumenter, c'est-à-dire fonder en raison. L'argument démontre la force d'une idée. On va au-delà de l'opinion. On convainc par la logique, non par l'affirmation. Deuxièmement, il faut illustrer, rendre l'idée concrète et visible. C'est ça qu'on entend par illustrer. L'exemple, la citation étaye l'argument et le renforce, mais ne sont pas des arguments. Autrement dit, l'exemple et la citation ne remplacent pas l'argument. Il faut illustrer. Si vous essayez d'illustrer sans argumenter, c'est comme si vous décriviez sans démontrer. Donc, autrement dit, illustrer sans argumenter, c'est décrire sans démontrer. Après cela, il faut essayer de référencer autant pour moi. C'est-à-dire, il faut étayer et non réciter. Il faut mobiliser certes les doctrines philosophiques, mais avec discernement. On évite le défilé des auteurs, sans analyse. La référence sert la thèse, jamais l'inverse. Donc, il ne s'agit pas de faire défiler les auteurs. Et ce principe fondamental à ne jamais oublier, c'est que un bon développement ne récite pas. Il pense, il démontre, il convainc. Après l'introduction et le développement vient l'étape finale, à savoir la conclusion. Elle est souvent sous-estimée alors qu'elle est essentielle. La conclusion comporte trois mouvements essentiels. Le bilan. Il s'agit ici de faire le rappel de l'essentiel de l'analyse menée, ce qui revient à rappeler le problème de départ et à montrer comment la réflexion l'a progressivement éclairé. Donc, il ne s'agit pas de résumer, mais de donner le résultat de l'analyse. C'est un résultat à présenter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le point de vue du candidat ou de la candidate. Il s'agit ici d'énoncer explicitement la position personnelle du candidat. C'est un moment fort. Pourquoi? Parce que c'est une prise de parole philosophique assumée, fondée sur l'argumentation développée tout au long du devoir. Troisième point, c'est l'ouverture des perspectives. Ici, il s'agit d'élargir vers une nouvelle problématique. Et maintenant, il faut savoir que l'ouverture prolonge la pensée. Elle ne ferme pas le sujet. Elle invite à continuer de philosopher. Et retenons ceci, l'ouverture ne doit jamais être artificielle. Elle naît naturellement de la réflexion menée, une question qui jaillit des conclusions et non une phrase plaquée en fin de devoir. Retenons aussi que cette troisième partie n'est pas forcément indispensable. On peut s'en passer. Maintenant que nous avons vu la méthode A à Z, arrêtons-nous sur les erreurs les plus courantes, celles que nous voyons le plus souvent dans les copies. 4 erreurs reviennent de manière récurrente dans les dissertations en classe de terminale. Première erreur, c'est la récitation mécanique, c'est-à-dire le fait de recopier ou de réciter le cours sans réflexion personnelle. La dissertation exige une pensée construite, pas une leçon restituée.
Deuxième erreur, c'est les affirmations gratuites. Affirmer sans justifier ni démontrer n'est pas disserter. Toute idée avancée doit être fondée en raison et étayée par un argument solide. Le hors-sujet. Il s'agit ici de s'éloigner du sujet par manque d'analyse. Chaque partie du développement doit répondre directement à la problématique posée. C'est le moment aussi d'attirer votre attention sur les digressions. Il faut les éviter au maximum. La quatrième erreur, c'est le fait de confondre montrer et démontrer. Décrire ou illustrer n'est pas démontrer. L'exemple illustre l'idée. L'exemple, ça illustre une idée. Seul l'argument logique la prouve et la défend. Donc, retenons cette formule. L'erreur la plus grave est de réciter sans penser. Pour terminer sur des conseils pratiques, voici ce que l'élève devrait, autant pour moi, garder en tête au moment de rédiger. 3 conseils simples mais décisifs. Il faut des phrases concises. Une idée par phrase, ça suffit largement. Des formulations courtes, précises et claires. La clarté, dit-on, est une marque d'intelligence, pas de pauvreté de la pensée. Il faut aussi user des connecteurs logiques comme donc, or, mais, cependant, ainsi, en revanche, etc. Ces connecteurs logiques-là structurent le raisonnement et lui donnent sa fluidité. Ils montrent que la pensée progresse, qu'elle ne saute pas d'une idée à une autre, d'une idée à l'autre sans lien logique. Troisième point, autant pour moi, c'est la qualité de la communication. Il faut savoir soigner la forme autant que le fond. Il faut vraiment avoir des transitions, de la lisibilité et un ton soutenu. Et n'oublions pas que la communication représente 5 points sur 20 au baccalauréat. Ce n'est pas donc négligeable. Nous touchons maintenant à la conclusion de cette présentation. Rappelons l'essentiel de ce que nous avons parcouru ensemble. La dissertation philosophique n'est pas un exercice de récitation. Ça, c'est le premier point à retenir. C'est une école de la rigueur, de la liberté et de l'esprit critique. 3 piliers la fondent. D'abord, la rigueur méthodologique. Il faut savoir analyser, problématiser, argumenter, communiquer avec précision. Il faut aussi une autonomie de pensée, savoir, c'est-à-dire oser construire et défendre sa propre position. Troisièmement, il faut la formation de l'esprit critique. Voir en la philosophie non pas un outil d'examen, mais comme un outil de vie. Donc, il ne s'agit pas seulement une matière d'examen, ça doit nous servir dans notre vie quotidienne. Et rappelons, pour finir, cette belle formule de Kant, philosophie, c'est apprendre à penser par soi-même. Maintenant, pour fixer tout ce que nous venons de voir, voici une synthèse visuelle sous forme de carte mentale. Cette carte mentale résume en un coup d'œil les 4 grandes opérations de la dissertation, que sont la conceptualisation. Qu'est-ce que conceptualiser? Rappelons-le. C'est définir certes les notions, leur donner un contenu précis. La problématisation. Problématiser, c'est identifier le problème, formuler la question centrale et les questions qui tournent autour de cette question centrale. Argumenter, qu'est-ce que cela veut dire? C'est dégager une thèse, une antithèse, une synthèse, en usant d'exemples et de citations pour les appuyer. Communiquer maintenant, il s'agit de rendre sa pensée avec clarté, précision, en usant des connecteurs logiques. Ces 4 opérations ne sont pas des étapes successives isolées. Elles se nourrissent mutuellement tout au long du travail de rédaction. Pour finir, permettez-moi de me représenter brièvement. Je suis Madame Ndiaye, Aminata Seck,
inspectrice de l'enseignement moyen secondaire en service à l'inspection d'académie de Kolda, certifiée en numérique éducatif et intelligence artificielle appliquée au contexte éducatif, 2 domaines dans lesquels je m'engage activement pour améliorer les pratiques d'enseignement. Je reste disponible pour tout échange ou questions. Vous pouvez me contacter à l'adresse suivante: aminata.sec5@education.sn. Je vous remercie chaleureusement pour votre attention et vous donne rendez-vous très prochainement dans une autre vidéo où nous allons appliquer ensemble chacune de ces étapes sur un sujet concret afin de vous permettre de vous approprier pleinement cette méthode et de la mettre en œuvre avec assurance. À présent, je vous laisse sur cette pensée qui résume l'esprit de toute cette démarche. Philosophie, c'est exercer une pensée autonome, une pensée affranchie des opinions toutes faites. Je vous remercie.